Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. En ce dimanche 28 juillet 2024, en l'église Sainte-Berthe, Sissa et Sassa, dans l'enceinte du complexe Berthijon, qui jouxte l'Université internationale de Libreville, a eu lieu un événement mémoriel, dont la circonstance particulière était la messe du 10e anniversaire pour marquer le rappel auprès du Père éternel du docteur Carl Lus Kabangoy, fils du couple Lin Mambo et docteur Marie-Madeleine Boranzo. Docteur Carl Lus Donald Kabangoy fut le fondateur du lycée Berthijon. Ce jeune et brillant médecin gabonais s'en est allé prématurément dans les cieux en juillet 2014, parce que Dieu Tout-Puissant est souverain dans ses choix. Aussi la famille du disparu, au-delà de l'affliction instinctible et de la douleur indélébile, marque en la date de pénibles souvenirs, rende grâce au plus haut des cieux pour le repos et la paix éternelle auprès du maître des temps et des circonstances. Pour soutenir et communier avec Monsieur Lamombo et Madame Marie-Madeleine Boranzo, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise et génitrice du regretté Carlus Donald Kabangoy, l'église Sainte-Berthe était remplie de fraternité, d'amitié et de compassion des amis, de la famille, venus même de l'extérieur du Gabon, comme ceux de la Guinée équatoriale, de France et de Côte d'Ivoire. Il faut aussi noter qu'une assistance nombreuse représentant toutes les strates de la population gabonaise se tenait aux côtés du couple éprouvé. On pouvait citer une forte présence du Gotha ainsi que de la notabilité politique et administrative gabonaise. La presse nationale et internationale présente, les membres de la sécurité et des services de renseignement, des personnalités venues commémorer et célébrer dans la ferveur du Christ ressuscité la mémoire et le souvenir du docteur Carl Lus Donald Kabangoy. À l'exemple du vice-premier ministre de la transition gabonaise, M. Alexandre Barraud-Chambrier, l'ex-vice-président de la République gabonaise, Mme Rose Cristiano Soukaraponda, l'ancienne présidente du Sénat, Lucie Milibou Aubuisson, M. Michel Essongué, ex-représentant du chef de l'État gabonais, Mme Pascaline Ferry-Bongo, ex-directeur du cabinet du chef de l'État, entouré des membres de la famille Bongo, les juges constitutionnels, de hauts commis de l'État, tels que M. Gilbert Ngoulakia, et les anciens juges constitutionnels, à l'exemple de Louise Anguet et Emmanuel Zebekale, ainsi qu'un grand nombre d'anciens ministres, mais aussi plusieurs parlementaires de la transition gabonaise. La team managériale de l'UIL, avec en tête le recteur de l'Université internationale de Libreville, M. Jacques-François Mavungu, ont effectué tous le déplacement des Sassa. Cette banlieue située dans le Grand Libreville, au siège, le complexe scolaire universitaire Berthijon. La circonstance était pieuse, mais sans tristesse, comme l'a recommandé l'un des prêtres célébrants dans cette belle église Sainte-Berthe, devenue trop étroite pour la circonstance. Le recueillement qui a duré plus de 2 heures d'horloge, avec de beaux témoignages. Le docteur Carl Lus Donald Kabangoy était un perfectionniste, doté d'une vision. Il n'aimait pas l'échec. Il était féru du travail bien fait. Et il avait pour devise celle du philosophe français Auguste Comte, je cite, « Savoir pour prévoir afin de pouvoir ». Et c'est dans ces temps, pendant qu'il se trouvait au campus, qu'il eut la vision de fonder dans son pays, le Gabon, un complexe éducatif qui participerait à façonner les jeunes Gabonais aptes à prendre, voire à créer leur place dans la vie et ainsi à soutenir, renouveler et améliorer notre société. Était d'une grande noblesse par la simplicité. Le rituel et les chapitres choisis ont œuvré pour le réconfort des âmes. Le docteur
docteur Carl-Lus Donald Kabangoy est à jamais symbole d'excellence, de partage et de solidarité, car à lui que revient le généreux principe qui a conduit à l'édification du complexe Bertéjean des Sassa. Ces moments de communion entre parents, amis et entourage connaîtront leur épilogue par deux allocutions qui retraceront l'exceptionnel parcours du docteur Carl-Lus Donald Kabangoy, allant de Libreville, où il fit ses premiers pas scolaires, à Dallas aux États-Unis, et qui s'est achevé malheureusement en Afrique du Sud. Lors du déjeuner qui a été offert, des surprises ont été de taille, à l'exemple de l'allocution du vice-premier ministre, M. Alexandre Barrot-Chambrier. Je voudrais dire que Karl est un grand monsieur parce que il a eu des parents de qualité et de valeur. Et j'insiste là-dessus. Et je voudrais te dire, maman, que nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de ce que tu as réalisé avec papa Alain, mon père. Et les remerciements adressés à tous par le docteur Marie-Madeleine Boranzo ont été des témoignages poignants. Tout simplement, grand merci à chacun et à chacune d'entre vous. Je m'attendais à ce que vous soyez nombreux, mais on ne s'attendait pas, l'un et moi, à ce que la cour de l'administration de l'université soit remplie de monde. C'est l'occasion pour moi, en mon nom et en celui de l'un et tous les autres membres de la famille, de vous dire grand merci d'avoir fait le déplacement des Sassa. Oui, comme il a dit, c'est un moment solennel de communion, de prière. Pas pour les morts, parce que Karl n'est plus mort, il n'est plus sur terre, il vit aux côtés de son Créateur, de notre Créateur à nous tous, Dieu le Père Tout-Puissant. Oui, Carl-Lus Donald Kabangoy, comme une météorite, à 26 ans, son PhD en poche, celui que des analyses attribuent un coefficient intellectuel hors norme, aura ébloui et illuminé de ses qualités son passage sur Terre. Toute chose qui constitue ce legs inestimable fait aux générations des jeunes Africains, et c'est ce qui le rend à tout jamais inoubliable. La suite logique devra être un prix d'excellence Carl-Lus Donald Kabangoy, décerné aux meilleurs élèves et étudiants. Merci de partager cet instant de bonheur, de politique internationale, surtout panafricaine, en notre compagnie. Je suis Constika. Au Cameroun, nous allons parler de la santé, qui est une priorité, surtout cette maladie qui mine le continent africain, à savoir le paludisme. Enfin, peut-on dire un vaccin contre le paludisme? Oui, la délégation de la santé pour la région du littoral, au cœur du Cameroun, lance une campagne de vaccination très efficace avec le concours des médias. Quelle belle initiative de joindre les médias à cette campagne de sensibilisation et surtout de vaccination dans la région du littoral, c'est-à-dire au cœur même de l'économie du Cameroun, à savoir la capitale économique Douala, avec le concours de tous les médias pour sensibiliser au maximum. Ensuite, ce sera étendu sur tout le territoire camerounais. On espère aussi que ces vaccins seront en profusion sur tout le continent africain pour stopper le paludisme. Reportage Stéphane Égou, Raoul Sankoué. Dans le but de lutter efficacement contre le paludisme qui constitue un véritable problème de santé publique au Cameroun, le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi a ordonné l'introduction du vaccin Mosquiris, nouvellement arrivé au Cameroun, dans le programme de vaccination des enfants avec des détails et des précisions. L'objectif étant de réduire la morbidité et la mortalité liée au paludisme causée par le Plasmodium
facile par eux. Le dit vaccin Mosquiri fait désormais partie des vaccins de routine au Cameroun. La délégation régionale de la santé pour le littoral a réuni ce 20 janvier 2024 les hommes de médias pour leur communiquer l'importance de ce vaccin ainsi que les dispositions prises par la région du littoral pour une campagne de vaccination efficace. Pour ce qui est de la prise en charge des enfants qui sont les plus vulnérables à la maladie, donc ces mesures-là restent d'actualité, mais en plus, le vaccin arrive pour compléter ces mesures et s'assurer donc que les cas graves et les décès liés à la maladie soient le plus réduits ou bien soient significativement réduits dans notre pays. Dès le 22 janvier 2024, le vaccin contre le paludisme sera disponible gratuitement dans les 42 districts de santé sélectionnés par le ministère de la Santé publique au Cameroun. Pour la région du littoral, le district de santé de Japoma à Douala, pour le Vouri, le district de santé d'Edea pour la Sanaga maritime et le district de santé de Banga pour le Mungo. Léonard Ewane, coordonnateur régional du PEV Littoral. Il faut dire qu'au niveau de la région du littoral, ce ne sont pas tous les 24 districts de santé qui vont pouvoir introduire ce vaccin dès lundi, mais c'est plutôt 3 districts de santé pilotes. Et en ce qui concerne les districts de santé pilotes, il s'agit du district de santé d'Edea, du district de santé de Japoma, qui est l'un des districts urbains de la ville de Douala, et le district de santé de Mbanga. Et en ce qui concerne la cible, il faut dire que le vaccin va s'administrer aux enfants qui ont 6 mois dès janvier 2024. Et quand on parle des enfants qui ont 6 mois dès janvier 2024, il s'agit des enfants qui sont nés au mois de juillet. Et vous convenez avec moi qu'au mois de février, tous ceux qui seront nés au mois d'août vont avoir 6 mois en février. Donc pour cela, il ne peut pas recevoir le vaccin en janvier, mais plutôt en février. Donc aucun enfant qui a plus de 6 mois ne peut obtenir le vaccin. Cela veut dire que les enfants qui sont nés avant juillet ne sont pas éligibles pour cette introduction. La première dose est administrée à 6 mois, la deuxième dose à 7 mois, la troisième dose à 9 mois et la quatrième dose à 24 mois de vie. Et ce que nous voulons à l'endroit des médias, c'est de pouvoir informer les parents pour que les parents qui sont dans ces districts de santé pilote puissent se rendre au niveau des formations sanitaires dès lundi pour pouvoir prendre ce vaccin. Le paludisme est la maladie endémique la plus répandue au Cameroun et constitue un véritable problème de santé publique. Près de 2,7 millions de cas déclarés et d'absentéisme à l'école et au travail chaque année sont déclarés. Plus de 5,5% pour 1000 décès d'enfants de moins de 5 ans entre 2017 et 2021. Selon le ministère de la Santé publique, l'introduction du vaccin contre le paludisme dans le programme de routine a été actée pour donner les chances égales à tous les enfants vivant au Cameroun d'être protégés contre cette maladie. Nous allons tout de suite au Rwanda. Le Rwanda qui a vécu un moment exceptionnel. On a fait du rappel, on a parlé de souvenirs avec la présence de nombreux chefs d'État et des représentants de divers pays d'Afrique. Au Rwanda, la journée de commémoration des 30 ans du génocide des Tutsis, comme pour dire plus jamais ça. La Côte d'Ivoire a été dignement représentée à ces 30 ans du génocide, un événement qui aura marqué le Rwanda et même d'ailleurs l'Afrique. Comme je disais tout à l'heure, plus jamais ça. La Côte d'Ivoire, dignement représentée par le haut représentant du chef de l'État de Côte d'Ivoire, M. Gilbert Kone-Kafana, et ainsi que Mme Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie de la République de Côte d'Ivoire. Nous allons tout de suite au Rwanda, grâce à Séverin Tchatchoua, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. L'an 30 du génocide des Tutsis au Rwanda. Le dimanche 7 avril 2024 débutent les commémorations officielles de ce qui deviendra le dernier génocide du XXe siècle. Un décor sombre pour exprimer la douleur, un arbre fluorescent pour dire oui à la vie, oui à l'espoir d'un monde de paix et de cohésion partagée. C'est la scène que le Rwanda a offert à ses invités venus des 4 coins du monde, notamment la Côte d'Ivoire, pour commémorer le Kwibuka 30 avec le peuple rwandais. Le Rwanda a une belle expérience à partager en matière culturelle. Et d'ailleurs, la culture, et on l'a vu au cours des cérémonies de commémoration de
30e année du génocide, la culture a joué un rôle important dans le processus de réconciliation et de cohésion sociale. Il y a 30 ans, entre les mois d'avril et de juillet 1994, entre 800 000 et 1 million d'hommes, de femmes et d'enfants, principalement Tutsis, ont été massacrés par un régime extrémiste Hutu. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda sont des relations de fraternité. Le président de la République qui a des rapports particuliers avec le président du Rwanda, c'est un événement qui nous concerne. Il pourrait se produire partout. Et je crois que c'est un exemple pour chacun d'entre nous de travailler à éviter que ce genre d'événements n'interviennent. C'est vraiment l'extrême limite de l'humanité. Le président de la République du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, comme chaque année depuis 30 ans, a rallumé la flamme du souvenir au mémorial de Gisosin. Commémoration du Kwibuka 30 s'étendra sur 7 jours dans l'ensemble du territoire rwandais. La France, alliée du gouvernement Hutu à l'époque, est accusée de ne pas avoir agi malgré les alertes de violence envers les Tutsis et le risque d'un génocide. En 2021, Emmanuel Macron avait reconnu les responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis. Allons-y faire un tour du côté du Gabon, en Afrique centrale, où notre correspondant Teddy Ossé est toujours à l'affût de tout ce qu'il y a de propre, d'informations vraies, pour vous apporter à vous, téléspectateurs de nos différents programmes, et surtout de celui-ci, le Consti École Week News, ce qui se fait de mieux dans notre continent et dans nos divers pays africains. Au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas de tout repos. Président de la République de ce pays, le Gabon, il a visité dans la province de Logoué-Vindo le vaste gisement de minerais de fer, l'un des plus importants au monde. Son Excellence le Président de la République gabonaise a sensibilisé toutes les parties concernées dans ce projet. Et il a mis un accent sur tous qui exploreront les minerais de fer dans cette zone, de penser surtout aux populations gabonaises. Cette population à laquelle il attache une importance particulière et leur veut que du bonheur. Reportage Charlotte Abdoulaye, Teddy Ossé, du côté de Libreville. En séjour de travail dans la province de Logoué-Vindo, le président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué une visite sur le site d'exploitation de minerais de fer de Belinga, dont le district de Mvadi, afin de s'enquérir des mécanismes liés à l'exploitation de ce vaste gisement de minerais de fer du Gabon. Considéré comme un projet à fort potentiel pour le secteur minier, ce site possède un des plus grands gisements de minerais de fer au monde et favorisera le développement économique de la province de Logoué-Vindo et du Gabon en général. Belinga, ce site qui nous est cher, et ce site qui est précieux pour l'ensemble des Gabonais. Ce site qui est également l'avenir de la jeunesse, l'avenir du Gabon. Notre avenir, qui se joue ici en Belinga. Et pour cela, je voudrais encourager tous ceux qui sont ici présents de se donner avec le cœur et de travailler avec abnégation pour la réussite de ce projet qui est si cher pour nos enfants et ceux qui nous regardent. Le site de Belinga s'étendant sur près de 5000 km² et les réserves en fer sont estimées à près de 1 milliard de tonnes. Sa mise en exploitation offre des opportunités d'emploi à plus de 400 Gabonais. À ces jeunes Gabonais qui vont venir au mois d'août ou au mois de septembre en Australie pour s'imprégner, acquérir le métier de mine en forêt. C'est quelque chose qui nous honore. Et je me félicite aussi des échanges que nous avons eus et d'être revenus sur certaines modalités que vous avez bien voulu accepter, notamment sur la Convention. Les Gabonais aujourd'hui l'apprécient, le fait qu'on puisse regarder ensemble quelques points de cette Convention qui n'a jamais été signée sur le sol gabonais. Merci aussi pour le modèle économique que vous m'avez montré ce jour-là et que vous avez prôné. Je vois ce que vous faites en Australie pour les aborigènes. Je vois comment vous avez développé la région, comment vous avez créé des milliers d'emplois. Nous ici, ce sont les peuples autochtones, pour ne pas dire les peuples indigènes. Je veux qu'ils en profitent. Je veux qu'ils soient aussi contents. Parce que Belinga, c'est aussi pour eux. Je veux que personne ne soit exclu. Et qu'ensemble, dans ce partenariat,
que ce soit un partenariat d'avenir gagnant-gagnant. Sous l'impulsion du président de transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, ce projet longtemps laissé en oubliette devrait bientôt donner la pleine mesure de son potentiel en minerai de fer non exploité à ce jour. En Côte d'Ivoire, nous allons vous présenter, grâce à la caméra d'Ousmane Coulibaly, le pré-lancement du Salon international de l'intelligence artificielle, de la défense et de l'espace. Retenez que ce pré-lancement a été parrainé par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahim Ouattara. Reportage Lévite Eddy Vonan, Ousmane Coulibaly, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. En tant que parrain, M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État et ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, a participé le lundi 10 juin 2024 au Sofitel Ivoire à Abidjan à la cérémonie de préouverture du Salon international de l'intelligence artificielle pour la défense et l'espace. La Côte d'Ivoire souhaite renforcer son positionnement en tant que leader régional grâce à la SIADE, en accord avec la vision du président de la République de Côte d'Ivoire, le chef suprême des armées, son Excellence Alassane Ouattara. Le Salon international de l'intelligence artificielle pour la défense et l'espace est un espace de collaboration entre des innovateurs, des experts, des décideurs et des étudiants, dans le but de bâtir et de promouvoir une Afrique qui se démarque grâce à ses avancées technologiques. SIAD 2024 et SIAD 2025 se veut être une plateforme dynamique et forger des partenariats stratégiques. Dans le but d'anticiper et de gérer les menaces, la Côte d'Ivoire se lance dans la conquête de l'espace à travers l'acquisition de satellites. Ces outils technologiques permettront de faire face aux défis de sécurité, d'agriculture, de santé, d'industrie et même financiers. Et ce que nous sommes en train de faire avec notre partenaire ivoirien SAAnalytics, c'est mettre en place un système de satellites qui amènera des images toutes les heures, ce qui représente une vraie révolution. Plus on a de satellites, plus on arrive au temps réel. Et pour nous, un système à temps réel, c'est de l'ordre de 20 petits satellites. Grâce au progrès, grâce à la miniaturisation, grâce à l'hybridation du digital. Face à un monde en perpétuel changement, nous devons voir comment l'intelligence artificielle peut nous aider à relever des défis auxquels nous faisons face, a déclaré M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État et ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'impact de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur les différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en passe de devenir un élément incontournable de gouvernance moderne, notamment dans les secteurs de la santé, de la fabrication industrielle, des services financiers et de la sécurité. Le Salon international de l'intelligence artificielle pour la défense et l'espace aura lieu en février 2025 au Parc des Expositions d'Abidjan. Nous revenons au Gabon, ce pays dirigé par son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait très bien les choses. Depuis le 30 août 2023, la ligne imposée par le gouvernement de transition fait son bonhomme de chemin, vraiment avec le plus grand plaisir et la fierté de l'Afrique au départ du Gabon. Voilà la fin du dialogue national avec la remise de ce document officiel au président de la République qui lui aussi a remis au Premier ministre de la République gabonaise ce document officiel des 1000 points du résumé du dialogue national. Nous allons au Gabon retrouver notre correspondant du côté de Libreville, M. Teddy Ossé, dans un reportage de Raoul Sankoué. Chaque début de semaine, tous les membres du personnel de la présidence de la République gabonaise participent à la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs, qui marque le début de chaque semaine de travail au sein de l'administration publique. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a personnellement dirigé le cérémonial de ce lundi 13 mai 2024. Le fait marquant de ce lundi, le Premier ministre chef du gouvernement de transition, Raymond Donsima, est présent à l'explanade du palais du bord de mer, où il a reçu le rapport final des travaux du dialogue national inclusif
des mains du président de transition, le général Brice Clotaire Oligny Nguema. Après les comptes rendus qui m'ont été faits, je vous remets officiellement le rapport général du dialogue national inclusif, conduit par l'archevêque Ibaba. Plus d'1 millier de recommandations sont présentes dans ce document officiel pour améliorer la situation socio-économique et politique en République gabonaise. Il s'agit d'un mois de réflexion de plus de 600 représentants provenant de toutes les régions et de tous les domaines de la société du Gabon. Monsieur le président de la transition, président de la République, chef de l'État, je reçois de vous-même le rapport que vous m'avez confié ce matin. Je vais à mon tour le multiplier et le remettre à tous les membres du gouvernement pour qu'ils se mettent au travail pour les mesures concrètes qui permettent de donner corps à ce rapport général. Je vous remercie. La mise en place et l'installation du comité de suivi et d'évaluation matérialise l'une des ambitions prioritaires du comité pour la transition et la restauration des institutions. Au Congo, le Congo-Brazzaville, le Congo du président Denis Sassou Nguesso. Le président congolais, son excellence Denis Sassou Nguesso, a reçu à Brazzaville son homologue togolais Faure Essosimba Yassimbe. Dans un tête-à-tête entre les deux chefs d'État, nombreux sujets sur la coopération entre les deux États ont été à l'ordre du jour. Reportage Raoul Sankwe. Le président de la République du Togo, son excellence Faure Essosimba Yassimbe, a entamé ce mardi 13 février 2024 une visite d'amitié et de travail au Congo. Il est un peu plus de 12 heures quand l'avion transportant le chef de l'État togolais s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Maya Maya. Il a été accueilli à son arrivée à Brazzaville par son homologue congolais, son excellence Denis Sassou Nguesso. Un accueil fraternel, signe de l'excellente relation d'amitié et de coopération qui lie le Congo et la République du Togo. Plus tard, les deux dirigeants ont eu un entretien en tête-à-tête, au cours duquel ils ont passé en revue la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie, du commercial et de l'environnement. Pour rappel, depuis le règne de Feu Eyandema, l'ancien président de la République du Togo, dont son excellence Faure Essosimba Yassimbe est l'illustre successeur, la fraternité créée a donné aux relations entre les deux pays une qualité fondée sur le respect mutuel ainsi que sur la considération. Les deux peuples se vouent une affection qui a tissé des liens insolubles dont la vitalité et l'enthousiasme n'ont pas faibli depuis l'accession au pouvoir du président de la République du Togo, son excellence Faure Essosimba Yassimbe. La dernière rencontre en date entre les deux dirigeants remonte au 3 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, lors de la COP28. Ils y avaient fait le tour de la coopération bilatérale entre les deux États ainsi que le point sur l'actualité africaine et internationale. Nous allons faire un tour du côté du pays des hommes intègres, la République du Burkina Faso, présidée par le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président de transition de la République du Burkina Faso. Le Burkina Faso, comme vous le savez, est dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, qui poursuit sa logique de la construction d'un Burkina nouveau. Une traque contre les fraudeurs vient de porter ses fruits. Cela concerne un réseau de fausses déclarations douanières et d'immatriculation des véhicules. Le préjudice se chiffre aux milliards de francs CFA. Reportage Lévi Vonant, Marcel Bassolé, Costa Rica. Au Burkina Faso, une pratique vieille de 10 ans de supercherie douanière et d'immatriculation de véhicules importés vient d'être stoppée. Les fraudeurs sont tombés dans les filets de la Coordination nationale de lutte contre la fraude, en sigle CNLF. Un préjudice financier estimé à 1 milliard de francs CFA, comme nous l'atteste ici Dr Yves Kafando de la Coordination nationale de lutte contre la fraude au Burkina Faso. Après leur importation auprès des services douaniers, il se trouve des usagers qui, sur la base de manipulations infographiques, parviennent à modifier les déclarations de sel, engrais, l'huile alimentaire, herbicides, marchandises diverses, etc. Cette manipulation vise à faire correspondre les caractéristiques des véhicules en leur possession sur les déclarations
afin de faire croire qu'il s'agit d'une opération régulière de dédouanement. À ce nouveau document falsifié, ils arrivent à s'octroyer une immatriculation qui est certes légale, puisque délivrée par le ministère des Transports, mais malheureusement, ces véhicules n'ont pas fait l'objet de dédouanement. C'est-à-dire, les recettes n'ont pas été payées dans les caisses de l'État. La coordination nationale de lutte contre la fraude au Burkina Faso continue et les investigations vont bon train avec d'autres structures impliquées dans cette lutte contre la fraude. Dr Yves Kafando exhorte les populations à beaucoup plus de vigilance dans l'acquisition des véhicules au Burkina Faso. Ici, nous sommes face à une fraude qui concerne des biens non consomptibles. C'est-à-dire, ce sont des biens qui ne disparaissent pas avec l'utilisation. Dès la première utilisation, le bien ne disparaît pas. Donc si vous avez fraudé avec un véhicule il y a 2 ou 3 ans, rassurez-vous que la fraude vous colle toujours. Donc à tout moment, on peut la retrouver. Tous ceux qui sont dans cette situation irrégulière ne peuvent pas échapper. Et il y a un certain nombre de véhicules que nous avons interpellés. Il y a une partie aussi qui est stationnée à Bobo. Parce que l'opération que nous sommes en train de mener, c'est sur l'ensemble du territoire. La coordination nationale de lutte contre la fraude au Burkina Faso et l'ensemble de ses collaborateurs s'inscrivent dans la dynamique impulsée par le président de la transition, chef de l'État burkinabé, Ibrahim Traoré, pour la construction d'un Burkina nouveau. Retour en Côte d'Ivoire et les presses au quotidien du ministre de la Défense en Côte d'Ivoire, ce ministère qui est au four et au moulin pour garantir la sécurité de tous les Ivoiriens, tous ceux qui y vivent. L'heure est à la défense et comme dit bien cet adage, qui veut la paix prépare la guerre. Le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, souhaite offrir un cadre de vie sécuritaire à ses compatriotes ivoiriens en multipliant les actions pour la stabilité du pays. Reportage Ousmane Koulibaly, Lévite Elie Vonan, Marcel Bassolé et Constant Ricard. Sur le plan de la défense nationale, tout en saluant la détermination du ministre d'État, ministre de la Défense nationale de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, notons que la ligne de défense n'a pas changé. Mieux, elle s'intensifie. La lutte se mène sur plusieurs fronts, militaires, économiques, juridiques et social. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Défense nationale, ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité des personnes et des biens et assurer la stabilité du pays. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien est sur tous les fronts, soucieux de la préservation de la sécurité et de la paix sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les zones frontalières. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme en sigle AILT de Jacquesville a accueilli l'exercice annuel du Flintlock, organisé par le commandement des forces spéciales des États-Unis pour l'Afrique. L'objectif de cet exercice est de faire face aux menaces asymétriques sur le continent. 1300 militaires issus des forces spéciales américaines, ivoiriennes et de plusieurs autres pays tels l'Allemagne, l'Autriche, le Canada, la Grande-Bretagne et la France ont pris part à cette formation qui s'est déroulée du 13 au 24 mai 2024. Dans le même temps, la Côte d'Ivoire renforce les capacités opérationnelles de son administration douanière sur la circulation des armes chimiques qui constituent des armes de destruction massive les plus utilisées. Un atelier pair à pair sur l'utilisation des armes et produits chimiques s'est ouvert le 21 mai 2024 à Abidjan. La menace terroriste étant considérée par les experts comme une pieuvre, les autorités ivoiriennes se sont engagées dans une lutte multiforme. Ainsi, de nombreuses actions sont menées et se conjuguent pour freiner la menace qui gronde. L'héritage qu'un père, qu'une mère, qu'un parent peut léguer à ses enfants n'est autre que l'instruction. C'est le lieu ici de remercier notre partenaire officiel, l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée.
et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2024-2025. Restons toujours en Afrique de l'Ouest et allons faire un tour du côté du Sénégal, ce pays gouverné désormais par une paire de la jeunesse, fière jeunesse sénégalaise, à savoir le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko. Nous allons parler du Sénégal. Le président de la République sénégalaise, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, plaide pour un partenariat repensé avec l'Europe, à l'occasion de l'audience qu'il a accordée à M. Charles Michel, président du Conseil européen. Raoul Sankoué, Gérard Richard Gozo, Marcel Bassolé. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, le lundi 22 avril 2024 dernier, M. Charles Michel, président du Conseil européen. À cet effet, le chef de l'État sénégalais s'inscrit dans la continuité d'une amitié fraternelle avec l'Union européenne. Cette collaboration dynamique, qui concerne des domaines cruciaux, sera adossée à la vision d'une mise en place par le président du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et son gouvernement. Prenant la parole lors de leur déclaration conjointe, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a salué l'excellence des relations qui existent entre l'Union européenne et le Sénégal. Monsieur le Président, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue avec votre délégation. J'apprécie beaucoup votre visite qui témoigne des liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et l'Union européenne, entre l'Europe et l'Afrique plus largement. Il y a certainement les pesanteurs de l'histoire, la proximité géographique, une coopération ancienne et des défis communs tels que la paix, la sécurité et les changements climatiques que nous devons adresser ensemble. Nous avons discuté de coopération multiforme entre l'Union européenne et le Sénégal. J'ai exprimé au président Michel mes remerciements pour le soutien constant de l'Union européenne à notre pays dans plusieurs domaines de coopération tels que l'eau, l'énergie, l'agriculture, la santé, le transport, le numérique, la jeunesse et l'emploi. Prenant la parole à son tour, M. Charles Michel, président du Conseil européen, a tout d'abord tenu à féliciter le président sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, pour son élection à la tête du Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour vos mots chaleureux. Merci pour votre hospitalité. Et je souhaiterais naturellement commencer par vous féliciter pour votre élection. Féliciter le gouvernement pour son entrée en responsabilité ainsi que le Premier ministre et souhaiter aussi tous mes vœux de succès afin que vous puissiez rencontrer les objectifs que vous avez fixés pour votre pays, pour votre population. Il s'agit alors d'un projet, celui d'un Sénégal souverain, souvent soutenu par une économie locale, qui sera mise en avant. La collaboration avec l'Union européenne reposera sur ce cadre de travail. Nous avons eu l'occasion effectivement d'avoir une bonne conversation, un bon échange extrêmement fructueux qui a permis de constater que nous avions une ambition commune de travailler pour un partenariat bilatéral de qualité, fondé sur deux principes clés, le respect et la confiance. Et l'un va naturellement avec l'autre. Et ce premier exercice, cette première rencontre, traduit, je le pense bien, cette notion de respect et de confiance. Nous avons abordé dans le cadre bilatéral les différents piliers pour lesquels nous pensons qu'un travail additionnel, des impulsions supplémentaires sont nécessaires.
soutenir l'économie productive, les infrastructures, la formation professionnelle, la formation technique, adresser aussi des sujets. Lorsqu'il y a le sentiment que les sujets doivent être abordés, on ne doit pas le redouter. Dans le secteur de la pêche et des ressources halieutiques, par exemple, regarder quels sont les faits, voir de quelle manière on peut, si c'est nécessaire, apporter des améliorations de part et d'autre, afin de rencontrer un certain nombre de préoccupations légitimes. Le président sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a plaidé pour un partenariat repensé avec l'Union européenne et la communauté internationale en général. Il est vrai que la coopération est dense et multiforme, mais ensemble, nous voulons bâtir un partenariat repensé, rénové et fécondé par une vision partagée d'un ordre international plus juste et reflétant les réalités du monde actuel. Un partenariat adapté aux mutations et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations. Les amis et partenaires du Sénégal sont invités à nous accompagner dans la réalisation de notre programme pour un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès. J'ai également évoqué avec le président Michel nos priorités qui s'articulent autour d'un modèle économique endogène d'industrialisation avec comme rampe de lancement le secteur primaire, à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, mais aussi le renforcement des infrastructures économiques telles que les chemins de fer, l'électrification, les télécommunications et les réseaux routiers. La réduction graduelle du déficit budgétaire est aussi une priorité pour le gouvernement. Comme vous le savez, elle passera par l'amélioration de la qualité des dépenses publiques, une fiscalité plus efficace pour une meilleure mobilisation des ressources intérieures, un mécanisme de paiement de l'impôt là où se crée la richesse et une lutte contre les flux financiers illicites. Il y a eu d'autres sujets d'intérêt commun, tels que la situation sécuritaire au Sahel, la paix et la stabilité en Afrique et de l'Europe sont étroitement liés. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et M. Charles Michel, président du Conseil européen, en sont bien conscients. Nombreux sont des personnalités politiques qui, comme ça, font du travail, mais surtout dans la zone rurale, où ils essayent de satisfaire leur population et jouer leur rôle d'être président des conseils régionaux. C'est le cas du Lodiboa, dont le conseil régional a renforcé la sécurité dans la région du Lodiboa avec la rénovation du siège de la compagnie républicaine de sécurité, le CRS 5. La remise des clés a été présidée par M. Amédée Kouakou, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, président du conseil régional du Lodiboa. Voilà un ministre, président du conseil régional du Lodiboa, qui est très efficace et pose des actes concrets pour le bonheur de ses populations. Reportage Ousmane Koulibaly. Le siège de la compagnie républicaine de sécurité en abréviation CRS5, le conseil régional du Lodiboa, faisant le constat de la dégradation du dortoir des policiers exerçant dans cette unité, a entrepris les travaux de rénovation du bâtiment. La cérémonie officielle de remise des clés, présidée par le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, M. Amédée Kouakou, par ailleurs président du conseil régional de Lodiboa, a eu lieu le vendredi 15 mars 2024 en présence de nombreuses autorités coutumières et administratives. Je voudrais, tout en réitérant notre engagement à demeurer auprès de nos populations et de les servir, vous rassurer du bon usage de ce bâtiment qu'en fera le personnel de la CRS5. Pour l'autorité coutumière, M. Antoine Adou, le président du conseil régional du Lodiboa, a tenu sa promesse. Il nous a promis dans son programme qu'il allait réhabiliter tous les bâtiments qui traînent. Et pour preuve, en quelques 5 mois d'installation, il nous a trouvé ce beau joyau-là. Un joyau qui fait plaisir, parce que c'était un bâtiment qui était fatigué. Le président du conseil régional du Lodiboa, M. Amédée Kouakou, a quant à lui souligné l'importance de la sécurité dans le développement de la région. Depuis que les forces sont là,
la ville de Divo est en paix et aussi la région. Donc, vous savez, la vision du président Alassane Ouattara, c'est que notre pays aille de l'avant, mais pour aller de l'avant, il faudrait que les Ivoiriens se sentent quasiment en sécurité. Et aujourd'hui, avec ces forces-là, je pense que la région du Lot-d'Ivoire est une région qui est parfaitement en sécurité. Le bâtiment rénové servira de dortoir aux éléments de la compagnie républicaine de sécurité, en abréviation CRS-5. Il est équipé de 24 lits superposés, de splits et armoires de rangement. Cette modernisation permettra aux agents de bénéficier d'un environnement de repos confortable et adéquat, favorisant leur efficacité opérationnelle. La réhabilitation n'a pas été limitée au dortoir, mais a également inclus la construction d'un bloc sanitaire et de bureaux entièrement financés par le conseil régional. Nous allons nous rendre en Égypte. L'Égypte où le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bitogo, y a séjourné. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bitogo, a effectué sa première visite en Égypte en qualité de président de l'Assemblée nationale. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bitogo, a multiplié des rendez-vous avec des hommes d'affaires, des politiques, pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Reportage Raoul Sankoué. L'honorable Adama Bitogo effectue une visite officielle d'amitié et de travail en Égypte sur l'invitation de son homologue égyptien, le docteur Hanafi Ali Jebali, président de la Chambre des représentants de la République arabe d'Égypte. Du 18 au 20 février, Adama Bitogo aura des entretiens avec des hauts dirigeants égyptiens sur les orientations et mesures visant à promouvoir les relations entre les deux pays. Il s'agit de sa première visite officielle en Égypte en tant que président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Pour cette première journée du 18 février 2024, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bitogo, s'est entretenu dans l'après-midi avec le gouverneur du Caire, Khaled Abdel Ahal. Les deux hommes ont échangé sur les divers axes de collaboration entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Heureux vraiment d'accueillir la délégation du président de l'Assemblée ici au sein du gouvernorat. Nous allons dès maintenant mettre les bases d'une coopération entre la Côte d'Ivoire et le gouvernorat. Les prochains jours, nous allons avoir beaucoup d'échanges, de visites entre les deux délégations et qu'une coopération durable sera installée entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Un film institutionnel a permis de retracer l'historique de la nouvelle capitale administrative du Caire en cours de construction depuis 2015 dans le désert égyptien. Cette visite nous a permis de noter que le Caire comptait plusieurs bidonvilles. Nous avons vu un film qui nous a permis de dire que tout est possible. C'est possible donc de recaser les gens, de reconstruire. Ils ont transformé ces bidonvilles en villes modernes, les quartiers en quartiers modernes. Je lui ai aussi promis que j'en parlerai avec le gouverneur du district d'Abidjan parce que dans une concertation permanente et renforcée entre le district d'Abidjan et les communes, nous devons pouvoir donc trouver la solution au problème des bidonvilles. Dans l'optique de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, ainsi que les relations économiques entre les deux pays, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a multiplié les réunions avec des investisseurs et plusieurs hommes d'affaires égyptiens. Au cours de cette séance de travail avec les hommes d'affaires égyptiens, il est question de projets d'investissement en Côte d'Ivoire. Nous bénéficions de beaucoup de technologies dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'industrie ou du commerce ou de l'investissement. Nous voulons transférer ces expériences de technologie ou cette technologie aux Ivoiriens. Nous souhaiterions que ce genre de relations continuent entre les hommes d'affaires ivoiriens et les hommes d'affaires égyptiens afin d'approfondir les relations et la coopération entre les hommes d'affaires des deux pays. Avec les dirigeants de la compagnie aérienne Egypt Air, les échanges ont porté sur la reprise des vols de la compagnie Egypt Air entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Dans nos échanges, il nous a donc confirmé de ce que Egypt Air, dans les mois à venir, disons au plus tard au mois de juillet, il ouvrira donc la ligne Egypt Air, donc ce qui permettra d'avoir une fluidité entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez, le transport est un vecteur de rapprochement, de renforcement des relations.
Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bitogo, a par la suite eu un entretien avec le constructeur d'autobus MCV. La mission du président de l'Assemblée nationale Adama Bitogo vise à souligner la détermination des hauts dirigeants des deux pays à continuer de porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur et à consolider les liens diplomatiques et économiques. Le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, M. Cissé Bakongo, s'est entretenu avec les maires du district d'Abidjan afin de discuter de la problématique du désordre urbain. Reportage Ousmane Koulibaly, Lévite Elivonan, Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye. M. Ibrahim Cissé Bakongo, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, a rassemblé les maires des différentes communes d'Abidjan afin de mettre fin au désordre urbain à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Une brigade spéciale de lutte contre le désordre urbain a été mise en place lors de la 4e réunion du cadre de concertation permanente. Chaque commune va apporter un certain nombre d'éléments. Il s'agira de 15 policiers par commune. Et nous allons mettre en place une brigade. Le district autonome va apporter 50 éléments et cette brigade spéciale va s'occuper essentiellement de la lutte contre la mendicité, contre le commerce ambulant dans nos différentes communes. Les maires ici présents ont apporté au cours de cette réunion leur soutien total aux actions du ministre-gouverneur dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain. La délocalisation du marché de bétail de Port-Bouët et les incidents survenus le week-end ont également été abordés dans le cadre d'une concertation permanente. Vous savez déjà que Port-Bouët, c'est l'entrée, la porte d'entrée du district autonome d'Abidjan. Nous n'allons pas continuer d'accueillir nos visiteurs avec du bétail, avec des moutons en pleine vue. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, vous savez qu'il y a les travaux de l'échangeur d'Aquaba. Et avec la fête de Tabaski qui approche, il y aura véritablement des embouteillages. Il sera difficile de circuler dans cette zone. Le centre commercial et le centre d'abattage du bétail demeurent à Port-Bouët. C'est le parc à bétail qui a été délocalisé à la casse, à l'ancienne casse d'Adjamé. Et sur ces sites, aujourd'hui, vous avez pratiquement 1000 places. Concernant les incidents qui sont intervenus à Port-Bouët, les auteurs ont été identifiés, ont été arrêtés et ont été déférés. Ce sont des actes de vandalisme et les auteurs doivent répondre de leurs actes parce que nous considérons que c'est une défiance à l'autorité de l'État. Le district autonome d'Abidjan assure que des mesures d'accompagnement sont prévues pour les personnes touchées en ce qui concerne le déguerpissement des personnes résidant à proximité de l'abattoir de Port-Bouët. Le district autonome a pris soin de trouver un site dans la commune de Port-Bouët, à Anani. Il s'agit donc de construire des logements pour les familles qui quittent donc le site attenant à l'abattoir pour aller les reloger sur le site de 10 hectares que le district autonome d'Abidjan a identifié et qui est en train d'être aménagé actuellement. À la différence des rumeurs selon lesquelles les sites déguerpis ont été vendus aux promoteurs immobiliers, M. Ibrahim Cissé Bakongo, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, a clairement indiqué que ces espaces feront l'objet d'un aménagement paysager. En Côte d'Ivoire, où nous allons parler de l'ENA et de la promotion baptisée Robert Begré-Mambé, du nom du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. L'École nationale d'administration a effectué la sortie de la 58e promotion baptisée du nom du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré-Mambé, qui a présidé cette séance à l'ENA. Était à ses côtés le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Mme Anne-Désirée Ouloto, et des familles des futurs nouveaux fonctionnaires de la République de Côte d'Ivoire. Reportage Charlotte Abdoulaye, Ousmane Koulibaly, Lévite Eli, Marcel Bassolé. La 58e promotion de l'École nationale d'administration, ENA, forte de 543 futurs fonctionnaires, dont 208 femmes, a effectué sa sortie officielle le jeudi 2 mai 2024 à Abidjan-Cocody, en présence du parrain, le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé. Il y a 543 élèves qui quittent les salles de classe de l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire ce jeudi 2 mai 2024.
Au terme de leur formation, ils sont désormais appelés à travailler dans l'administration publique ivoirienne. Je voudrais remercier le président de la République qui fait de la formation des cadres un axe assez important de sa gouvernance. Je prends engagement avec fermeté de bien servir l'État en tant que capitaine des douanes. C'est 58e promotion de l'ENA qui a pour devise discipline, excellence et solidarité, contre 433 élèves issus des concours directs, 98 des concours professionnels, 5 recrutés en qualité d'auditeur libre et 7 à titre étranger. Cette promotion compte 208 femmes, soit un peu plus de 38% de l'effectif total. 229 d'entre eux sortent de l'école de gestion administrative et de la diplomatie et 314 de l'école de gestion économique et financière. Vous avez été formés avec rigueur pour servir de toute votre âme l'administration, dans la discipline et la dignité, avec responsabilité et professionnalisme, élevés dans la parfaite conscience de la primauté absolue du bien de la République et de l'intérêt général. Vous ne devez pas faillir et jamais vous ne faillirez. Vous ne devez ni trahir ni corrompre la confiance placée en vous et jamais vous ne devez sur ces points être pris à défaut. Pour sa part, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne-Désirée Ouloto, a invité ses futurs fonctionnaires à se montrer à la hauteur des charges qui leur sont confiées. Alors que vous vous apprêtez à gagner vos postes de travail, l'administration publique qui vous recevra croit et espère en vous. Vous devez vous montrer à la hauteur des charges et responsabilités qui vous seront confiées. Vous ne devez pas décevoir. Ainsi, vous mériterez de votre illustre parrain. Afin de se conformer à la tradition, la 58e promotion a fait un serment. Faites-nous le serment de toujours servir avec honneur, loyauté et discipline la République de Côte d'Ivoire comme nous le faisons nous-mêmes. Très heureux d'être le parrain de cette 58e promotion, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, a engagé ses filleuls à s'inscrire dans la dynamique nouvelle d'une administration disciplinée par le respect rigoureux des règles de fonctionnement, d'une administration solidaire à travers le travail en équipe pour le bonheur de toute la population et d'une administration excellente par la qualité de ses prestations et la compétence des hommes. La Côte d'Ivoire nouvelle que construit avec ardeur et rigueur le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, appelle un changement de paradigme, de méthode et de manière d'être à tous les niveaux. Il s'agit d'opérer une véritable transformation à la fois de notre économie, de notre société et des valeurs sur lesquelles tout cela repose. Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, en a profité pour prodiguer ses quelques conseils à ses filleuls. Ce qui compte, c'est la force de votre caractère, c'est la beauté qui est en vous-même. Travailler, c'est prier. C'est un secret que je vous livre, mes chers filleuls. Parce que quand vous travaillez, vous n'avez pas le temps de critiquer les autres. Vous n'avez pas le temps d'attendre que les autres viennent vous aider. Retenez cette phrase. 6 élèves majeurs ont reçu des diplômes d'honneur des mains de leurs parrains. Par ailleurs, les élèves de cette promotion ont passé le flambeau à leurs cadets de la 59e. Nous faisons un tour dans ce pays d'expression espagnole, la Guinée équatoriale, le pays du président Théodore Nguema Obiang Bazogo. Ce pays a décidé de faire des choses à l'africaine, a décidé de ne plus accepter le diktat des Occidentaux, surtout espagnols. Le gouvernement équato-guinéen a décidé de dénoncer la diplomatie espagnole hostile au gouvernement de la Guinée équatoriale. Reportage Charlotte Abdoulaye, Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le ministère des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale a fait part de son rejet sur la proposition de loi en examen au Parlement du Royaume d'Espagne. L'État équato-guinéen dénonce un texte qui matérialise une diplomatie hostile entretenue par la partie populaire espagnole au pouvoir contre la Guinée équatoriale et son chef d'État, son Excellence Teodoro Obiang Nguema Bazogo.
Le gouvernement équato-guinéen a exigé de l'Espagne le respect de sa souveraineté nationale et de son intégrité territoriale. Il y a des pays amis qui nous aiment et d'autres qui nous harcèlent. Nous devons donc être unis car l'union sera la force. Avec cette force, nous pourrons défendre la nation. Dans ce projet de loi, le Parti populaire espagnol a demandé au gouvernement espagnol de condamner le régime du président de la République de Guinée équatoriale, Son Excellence Teodoro Obiang Bazogo, demandant des mesures coercitives contre les autorités équato-guinéennes. Le parti au pouvoir en Espagne a apporté son soutien à l'opposition équato-guinéenne. Selon le gouvernement équato-guinéen, l'opposition exerce librement ses droits dans tout le pays. Le pays ne se défend pas pour des raisons d'ambition personnelle. Au contraire, le pays doit être défendu au nom de tous ses habitants. Celui qui ne sait pas ce que c'est que la nation, c'est celui qui accorde le plus d'importance à sa propre personne. Le ministère des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale a annoncé dans un communiqué daté du 11 juin 2024 que l'Espagne a soutenu la tentative de coup d'État contre le président de la Guinée équatoriale, Son Excellence Teodoro Obiang Bazogo, en 2004. Les tensions entre les deux pays sont présentes depuis l'ouverture en février 2023 par la Chambre pénale du Tribunal national d'Espagne d'une enquête sur le décès de l'activiste Julio Obama pendant sa détention dans une prison équato-guinéenne. Ce jeudi 8 août 2024, la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire était à son comble. La 3e édition des Awards de la presse numérique a tenu toutes ses promesses. Personnalités politiques, diplomatiques, ainsi que la grande famille de la presse en Côte d'Ivoire. Durant cette 3e édition des Awards numériques de la presse, on note également la présence de M. Samba Koné, président de l'Autorité nationale de la presse, en sigle ANP, ainsi que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, représenté par son directeur général, M. Yacouba Dambélé, tous primés. La présence très remarquée de Konsti Eka et de Yves Zobo Jr. assis côte à côte. Ces deux monstres sacrés de la communication et des médias forcent le maître des cérémonies Yves Debella à leur demander de saluer le public par une accolade qui témoigne de leur très longue amitié de près de 40 ans. La soirée s'ouvre par une série de distinctions pour enfin demander un stand ovation pour la remise des distinctions honorifiques de M. Konsti Eka. Merci, j'ai vraiment le meilleur prix du monde. Est-ce qu'on va un award pour le public là? Joël, il faut un award pour le public, c'est important, même si chacun va avec un. M. Konsti Eka, s'il vous plaît. Sur les plus grandes chaînes francophones, Konsti Eka a gardé bien sûr, mesdames et messieurs, la main et la voix à travers son média CNN. Voilà. Qui est associé à tous les événements, y compris celui-ci. Alors je tiens particulièrement à remercier le président de cette cérémonie. Je crois qu'on devrait l'encourager pour que la 4e édition ait lieu au Palais des Congrès. On fera tout. J'en ai parlé avec mon complice de 45 ans d'âge, c'est vrai. Après, on a essayé de faire des bonnes choses à Abidjan. On est heureux de savoir aujourd'hui que toute la génération actuelle s'intéresse au numérique. Le numérique, c'est le future now. Ça veut dire le futur maintenant. Et je crois que votre organisation devra être la meilleure, la première, la plus encouragée, parce que désormais, c'est ce qui va sévir dans le monde, à savoir le numérique, et de part et d'autre. La télévision, on l'a désormais sur nos téléphones, on l'a un peu partout, on n'a plus le temps de rester face au grand écran. J'en parlais avec Yves Zobo Jr. Et je suis très très heureux d'être là. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup. Et je suis surtout très heureux de savoir que Yves Zobo Jr. m'a soufflé 2-3 petites indiscrétions, mais lui-même le dira peut-être tout à l'heure. Monsieur Yves Zobo Jr., Kaloua Bassir Chéri. Idem au tour de M. Yves Zobo Jr., qui n'a pas manqué de révéler au grand public une confidence sur sa très longue amitié avec son ami et frère, Konsti Eka. Konsti, ce que tu voulais dire, moi j'ai une anecdote pour vous montrer le côté Konsti de l'époque. Nous vivions ensemble tous les deux, grands concepteurs devant l'Éternel, et chaque fois qu'on avait des petits services à la maison, donc on
utilisait qui menuisier, plombier. Et Kosti, il avait le chic. Étant donné qu'on était au summum média, alors donc le plombier vient, il finit le truc, voilà. Et puis, donc il donne sa facture. Kosti, il y a ton gars qui a terminé. Kosti vient. On avait une photo, tous les deux, Junior et Kosti et K. Il dédicace, il prend le prestataire par. Alors bon, viens. Le portail est là-bas. Il a la facture et il a la photo dédicacée. Alors donc ce que tu fais, dans la vie, c'est pas l'argent qui donne. Là, tu donnes photo, tu gardes la photo et on garde le contact. Ça c'est merci beaucoup. Ensuite, place à la compétition, dont le décor était planté par la présidente du jury, Sa Majesté Agnès Crédit, qui à son tour présente les membres du jury, parmi lesquels des aînés tels que Zio Moussa et la très charmante femme des médias, Madame Marie-Catherine Kouassi, pour ne citer que cela. Les primés se sont succédés les uns après les autres sur le podium. Pour clore cette soirée, une belle photo de famille avec l'ensemble des primés de cette 3e et belle édition des Awards de la presse numérique en Côte d'Ivoire a été faite. CNN Télévision et C-Web Info ont recueilli pour vous quelques impressions. C'est vraiment un honneur pour nous de recevoir ce prix au nom de toute l'équipe. Et c'est un travail acharné depuis plusieurs années. Et nous disons merci à la PNCI de nous avoir honorés en nous donnant ce titre-là en tant que meilleur média spécialisé de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui est fait en équipe rapporte toujours et aujourd'hui nous sommes heureux, nous sommes contents d'avoir remporté le prix spécial, le meilleur journaliste, la meilleure entreprise digitale. On n'est que heureux, c'est ce qu'on peut vraiment exclamer ce soir. Mesdames et messieurs, à mes côtés Yves Zobo Junior qui vient de recevoir une distinction honorifique pour toute sa contribution dans le domaine de la communication en Afrique. Non, c'est pas. Alors, Kosti il fait une introduction, il dit pas qu'il a reçu le même prix pour, on va dire, pour l'œuvre de contribution à l'élévation des médias et en particulier les médias numériques. Pour moi, c'est une reconnaissance toute donnée, toute louable, qui fait qu'aujourd'hui, même si demain on devait arrêter de bosser, on dirait quoi mission accomplie. On dirait mission accomplie. Mission accomplie. Voilà, merci beaucoup. Mais 3 ans, je pense qu'on grandit en maturité. On espère mieux faire l'année prochaine et aider en tout cas, participer vraiment à la promotion du secteur de l'information web et du numérique. On espère que l'année prochaine encore, il y aura beaucoup plus de contenu attrayant, de qualité, de contenu professionnel, et des médias professionnels, des acteurs professionnels. En tout cas, nous battons, nous continuons le travail et on espère que l'an prochain, on aura davantage de partenaires. Rendez-vous pris en 2025 pour cette grande initiative du promoteur Joël Nianzou. N'oubliez pas toutes les rediffusions sur notre chaîne de télévision et surtout, n'oubliez pas aussi, si vous êtes à Kuala Lumpur, à Denver, à New York et partout sur la planète, sur votre portable, votre laptop, de regarder et de cliquer sur www.cnntv.ci 24 heures sur 24. Vous avez le bonheur de suivre la télévision autrement. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Je suis Kosti Eka. Je donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.